Et voilà, cet épisode est le centième. J'avoue que je suis fière de moi. Je ne savais pas quand j'ai commencé jusqu'où j'irais. Et donc, voilà, contente d'être arrivée jusqu'au numéro 100. C'est vrai qu'au départ, dans ma tête, je m'étais dit cet hiver, oh là là, le centième épisode, je ferai un épisode un peu spécial avec un invité particulier. Et puis voilà, fin d'année, examen, fin de Parcoursup, un peu de boulot. Et puis on est 100 et j'ai pas d'épisode, j'ai pas d'invité spécial. Donc, j'en profite pour faire un épisode qui me tient à cœur, qui est mon bilan. Ça fait le troisième épisode comme ça que je fais, puisque je fais un bilan à la fin de chaque année scolaire pour vous expliquer un peu où j'en suis. Et donc, bah voilà, on va en profiter du centième pour faire ça. Et puis, si j'ai un peu de temps pendant les vacances pour réfléchir à un épisode un peu particulier, bah, peut-être que le 101e sera mon épisode un peu spécial. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cet épisode? Bah, je vais vous parler de mon bilan Parcoursup, vous dire un petit peu ce qu'ont fait mes élèves, même si au moment où j'enregistre, j'ai encore des élèves qui n'ont pas dit oui définitif, mais j'en ai une grosse majorité qui l'a déjà fait. Et puis, je vous parlerai de mon année d'accompagnement. Alors, c'est parti pour Parcoursup. Donc, cette année, j'ai accompagné 11 élèves sur Parcoursup et j'en ai accompagné quelques-uns à l'extérieur, enfin en parcours international. Donc, j'ai un élève qui a obtenu un BUT technique de commercialisation en alternance sur le parcours montagne qui se trouve à Annecy. Et je suis contente de dire qu'il a aussi trouvé son entreprise parce que c'est pas forcément évident. J'ai une autre élève qui fait un bachelor à l'école qui s'appelait avant Bocuse, avec un bachelor dans le management hôtelier à l'école LIF. Un autre élève dont je vous reparlerai tout à l'heure qui fait un BTS NDRC, négociation digitale relations clients à Gap. Une élève qui fait une licence de psycho à Paris, une autre qui fait une prépa ECG aussi à Paris, une élève qui fait une licence de droit à l'université à Lyon, une élève qui fait une mise à niveau en hôtellerie à Paris, un élève qui va devenir étudiant qui fait une prépa MPSI à Annecy, un autre étudiant qui est en BUT technique de commercialisation à Lyon, un élève qui hésite encore, enfin qui est à Lyon, à l'INSA, mais qui espère bien peut-être être en prépa à Sainte-Geneviève ou en PTSI, et puis une dernière qui est en orthophonie à Lyon. Et j'avoue que cette élève, j'étais fière d'elle et contente parce qu'on avait commencé son accompagnement ensemble bah, dès le milieu de la première. Parce que c'est vrai que l'orthophonie, c'est un parcours particulier, un peu comme l'architecture. Il faut vraiment un dossier pour pouvoir postuler. Et c'est une élève qui avait ce projet de devenir orthophoniste, mais sans forcément tout bah, ce qui était nécessaire à construire son dossier. C'est ce qu'on a fait depuis l'année dernière ensemble, enfin surtout elle. Moi, j'ai un peu guidé. Et je suis très très contente. Elle a eu même le choix entre l'orthophonie à Lyon et à Bordeaux, donc bravo à elle. Ensuite, j'ai accompagné un jeune qui a obtenu un bachelor en Urban Studies à Leiden et un autre qui va partir à Montréal faire des études internationales. Même s'il a eu l'ESPOL, il va partir à Montréal. A priori, bah, j'ai accompagné ces élèves, mais j'ai aussi bah, guidé dans l'orientation et fait des bilans d'orientation avec d'autres élèves qui ont obtenu de jolies choses, des élèves brillants qui ont fait beaucoup, pour beaucoup des double licences droit, finance, droit, économie, des prépas, une prépa des INP, des élèves qui ont été acceptés en CPES, d'autres en PASS, et puis deux élèves que j'ai guidés qui ont obtenu Sciences Po. Voilà, donc toutes ces de jolies réussites avec des élèves qui ont des très beaux profils, mais je reconnais que j'ai une petite pensée spéciale pour mon élève qui a eu son BTS NDRC à Gap, parce qu'en fait, je me rends compte que le point le plus compliqué dans Parcoursup encore cette année, c'est de faire sa liste de vœux. Et pour cet élève, en fait, il n'avait pas un dossier forcément scolaire très très performant, on va dire. Et il a fallu qu'on soit vraiment très créatif et surtout qu'on utilise la majorité des vœux Parcoursup. Et comme il faisait des vœux en BTS et en IUT, on a vraiment, vraiment travaillé sa lettre de motivation. On a élargi ses vœux au maximum. Et il a eu deux propositions. Et c'est celle qu'il a acceptée, c'est ce BTS-là. Mais j'avoue que je suis assez fière de lui. Et ça me fait vraiment dire que le Parcoursup en soi, c'est faire un dossier, c'est pas très compliqué. Mais par contre, faire sa liste, c'est compliqué, c'est long, ça prend du temps. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'engage, que j'insiste à faire dès la première, fin de première. Là, je pense que fin de première, début de terminale, il faut vraiment s'y mettre parce que c'est vraiment ce qui prend du temps. Pour pouvoir faire une bonne liste, je pense que il est évident que faire des rencontres, c'est important. Je pense que tous les élèves que j'ai guidés cette année ont au moins fait des rencontres avec d'autres élèves avec lesquels j'ai déjà travaillé. Et si c'est possible pour les parents, des portes ouvertes parce que c'est important de se projeter aussi. Et c'est vrai que arriver à faire ces rencontres, arriver à faire des listes élargies,
pouvoir se projeter, bah, tout ça fait en sorte que la liste Parcoursup est de bonne qualité. Et c'est vrai qu'en général, au moins, si on a quelque chose dans sa liste, on va avoir quelque chose qui correspond. Alors évidemment, plus sur les vœux ambitieux que sur les vœux un peu de secours, mais c'est vrai que mes élèves, même sur leurs vœux de secours, ils avaient des vœux de secours qui étaient corrects. Et c'est vraiment mon souhait quand je les accompagne. J'ai remarqué aussi cette année que j'ai beaucoup de jeunes et de parents qui ont voulu discuter avec moi pour les choix. Alors peut-être parce que l'année dernière, ils ont moins hésité, mais c'est vrai que j'ai passé énormément de temps cette année, début juin, au téléphone avec les jeunes pour pouvoir discuter leurs choix. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, en général, ils savent et j'ai plutôt, ils essayent plutôt de se convaincre et de me convaincre de la décision qu'ils ont prise. Mais ils ont vraiment besoin d'être écoutés. Et je pense que les parents aussi ont besoin d'être écoutés. Et je remarque d'ailleurs, ça c'est peut-être une deuxième remarque que j'ai par rapport à mes accompagnements Parcoursup, que je remarque que les parents, et peut-être, allez, on va le dire, hein, les mamans, sont vraiment très très impliqués dans Parcoursup. Je les sens parfois un peu stressés. Bon, mais c'est normal. Et j'ai l'impression que, ils ont vraiment besoin d'être informés parfois parce que le dialogue avec les enfants se fait pas toujours, parce que les jeunes n'ont pas forcément envie de parler de Parcoursup avec leurs enfants, avec leurs parents, pardon. Et j'ai besoin, et je remarque que les parents sont en attente de compte rendu, ils ont envie d'être impliqués. Alors, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je trouve que Parcoursup et l'orientation, juste moi toute seule, c'est trop, bah, c'est difficile. Donc, souvent, je travaille en équipe avec les parents. On est plutôt ensemble. Et je pense que c'est important en tant que parent de s'impliquer. Alors, sans forcément faire à la place des enfants, parce que c'est quand même leur vie. Mais vous allez, a priori, financer le projet. Donc, je pense que c'est normal d'être impliqué. C'est normal que vos enfants vous en parlent. Et je pense que c'est aussi normal, de temps en temps, de faire des petits rappels. Bon, il faut arriver à trouver le bon rôle, c'est-à-dire pas être forcément celui qui va être sur le dos des enfants, mais pas forcément non plus celui qui s'en fiche, parce que c'est un moment un peu stressant pour les jeunes. Je pense qu'ils ont quand même besoin qu'on soit à leur côté. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai incité peut-être les parents à faire et que je remarque de vraiment une implication dans l'orientation de leurs enfants. Cette année, il y a eu un changement, c'est-à-dire qu'on a demandé aux jeunes de classer leurs vœux. Au départ, je me suis demandé ce que ça allait donner parce que j'avais l'impression que c'était un peu compliqué. Dans les faits, ça a posé aucune difficulté aux jeunes. Et de mon côté, bon, alors mon petit échantillon de 11 qui est pas très représentatif, j'ai pas eu l'impression que les réponses étaient arrivées beaucoup plus rapidement. Mais il faudra voir avec le recul. J'ai vu encore et toujours ce que j'avais déjà dit l'année dernière, mais que je continue à voir, hein, c'est le développement des oraux cette année. Vraiment, j'ai eu une très très grande majorité d'élèves qui ont passé des oraux, donc beaucoup d'entraînement d'ailleurs pendant les vacances de Pâques. Et bah, si vous êtes parent d'enfants de première ou si toi tu es en première, bah, dis-toi que le mois de mai, il est chargé parce qu'il faut se préparer et il est chargé parfois dans les déplacements parce que tous les entretiens ne se font pas en visio. Donc c'est vrai que Parcoursup, c'est pas seulement faire ses vœux, une lettre de motivation, c'est souvent maintenant passer un oral et donc ça se prépare. Il y a autre chose alors que je remarque, mais qu'on sait déjà, hein, c'est l'importance des notes de première. Et donc, bah, le bac de français et l'année prochaine, le bac de maths. C'est vrai que c'est des notes qui sont comparables puisqu'elles sont proposées par enfin, tous les élèves les ont et ils ont été évalués sur une épreuve nationale. Et c'est vrai que ça manque peut-être aux établissements de ne pas avoir ces épreuves nationales et donc on leur donne beaucoup, beaucoup de poids. Et je sens d'ailleurs beaucoup de stress chez les jeunes au mois de juin de première, peut-être un peu plus d'ailleurs qu'au mois de juin de terminale où ben, voilà, Parcoursup s'est passé, donc le stress est peut-être un peu moins important. Et puis enfin, un dernier point sur Parcoursup, ben, c'est que oui, quand on a eu les réponses en juin, on a essayé de se fixer par rapport aux résultats de 2024. Alors souvent, ça fonctionne, mais c'est pas toujours le cas. Et j'ai eu des surprises dans les deux cas, notamment des bonnes surprises, c'est-à-dire une élève qui a été acceptée alors que je crois qu'elle était 1200e, quelque chose comme ça. Et l'année dernière, ils étaient descendus à, à 1100, donc il y avait 100 places d'écart, et pourtant elle a eu sa place. Et puis d'autres pour lesquels on s'était dit, bon, bah, ça devrait passer parce que chaque année c'est passé. Et là, bon, alors évidemment, on n'est que fin juin, mais je pense que ça passera pas. Donc ces chiffres de 2024 et les chiffres de l'année d'avant, je vous incite vraiment à les manier vraiment avec précaution. Alors maintenant, au niveau de ma petite entreprise. Alors, bah voilà, c'est ma troisième année en tant que conseillère d'orientation et prof. Donc voilà, toujours le métier de prof qui me prend toujours évidemment la plus grande majorité de mon temps, toujours une activité que je garde à côté. Et d'autant plus facile maintenant que j'ai un peu un rythme de croisière parce que voilà, je crée du contenu beaucoup plus rapidement.
Je ne fais plus beaucoup d'autres communications que par mes ateliers que je fais une fois par mois. La newsletter, mais qui est un peu, voilà, que je connais bien maintenant, et ce qui rapporte en fait les élèves que j'accompagne, qui sont pas très nombreux hein, dans les faits, euh, c'est le bouche à oreille. Donc c'est quelque chose qui marche très bien. Mon challenge qui me prend quand même un peu de temps, mais qui me fait très plaisir parce que c'est un peu mon hobby, étant donné que je ne gagne pas d'argent du tout avec, c'est le podcast. Donc, j'étais partie sur 2 par semaine. Maintenant, je suis par un par semaine. Donc, un par semaine, c'est clair que c'est énormément de travail. Si je voulais un retour financier, je vous dis, j'en ai pas vraiment, puisque oui, j'ai peut-être 1 ou 2 personnes qui m'ont connue par le podcast, peut-être un peu plus maintenant, mais voilà, l'objectif du podcast, de toute façon, il n'a pas un objectif commercial. Pour moi, il a plusieurs objectifs. Tout d'abord, bah, il a permis à mes élèves que j'invite très souvent aux enregistrements, quand j'ai des invités, hein, pas quand je suis toute seule, de faire des belles rencontres. Je pense notamment à une jeune fille là, qui est en stage en ce moment de seconde avec le neuroscientifique que j'avais invité, puisqu'elle était présente. Un autre qui a pu rencontrer le directeur général d'Adidas qui lui a donné des conseils voilà, en personne. Et d'ailleurs, j'avais accompagné son frère qui lui avait eu les conseils en personne de la personne qui était en charge de l'Olympique Lyonnais et du data science à l'Olympique Lyonnais. Donc, dans la famille, ils ont été gâtés. C'est aussi pour moi la possibilité de partager avec d'autres personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir profiter de conseils d'orientation, de conseils gratuits. Et ça, j'y tiens énormément. C'est pour ça que je fais des ateliers, c'est pour ça que je fais la podcast, parce que je pense et je veux que l'orientation soit accessible à tous. Et puis pour moi, ça fait aussi, j'aime bien donner des devoirs aux élèves que j'accompagne. Et donc, souvent, dans les devoirs qu'ils ont à faire, ils vont devoir rencontrer des personnes, mais ils vont aussi devoir écouter des épisodes de podcast et me faire des retours. Donc voilà, c'est une utilité. Donc si le podcast ne rapporte pas d'argent, il me rapporte tellement plus que je continuerai, j'espère, à le faire. Alors forcément, je ne fais pas de promotion. Donc comme je ne fais pas de promotion, les écoutes augmentent très doucement, mais plutôt sûrement. Je suis assez contente. Évidemment, si je faisais de la promotion, ça augmenterait sûrement plus, mais je reconnais que j'ai pas forcément envie. Et, et donc, j'assume le fait que, voilà, pour l'instant, j'ai à peu près, je dirais, une centaine d'écoutes, un peu plus par épisode au bout d'une semaine, plus évidemment après. Et puis, par mois, je dois être à peu près à 1 500 dans la haute saison. Donc là, évidemment, au mois de juin, il y en a moins. C'est beaucoup plus que l'année dernière. Donc c'est bien. Et ça veut dire que ça sert à certaines personnes et c'est super. Il y a des épisodes qui vous plaisent plus que d'autres. Souvent, quand je parle toute seule, a priori, ça vous plaît, puisque c'est souvent ceux vers lesquels vous allez jusqu'au bout. Euh, et puis, il y a des intervenants aussi qui vous ont beaucoup plu. Je pense pas justement aux neuroscientifiques, là, vous êtes resté jusqu'au bout. Franck Atlan, là, qui a expliqué les écoles de commerce, là aussi, vous êtes resté jusqu'au bout. D'autres qui vous plaisent moins, mais peut-être qu'ils sont un peu plus niches. Évidemment, quand je parle BTS, quand je parle tourisme, par exemple, c'est des sujets qui parlent moins et donc forcément moins d'écoute. Mais c'est pas grave parce que si j'ai fait un épisode sur le tourisme, c'est que j'avais des demandes d'élèves et donc je suis contente, quelles que soient les écoutes, en fait, je suis très contente. Et j'ai pour l'instant aucun souci à trouver les thèmes puisque dès que j'accompagne des jeunes, et c'est pour ça aussi que je tiens à accompagner des jeunes encore, parce que chaque jeune va me donner une idée de podcast à chaque fois, quoi. Donc, c'est vraiment une source infinie de questions et j'en suis très heureuse. J'ai pas forcément de projet de faire encore plus parce que je suis contente comme je suis. J'ai envie de faire mieux, ça c'est certain. Sur le podcast, il faudrait que je passe à la vidéo, mais c'est pas forcément facile parce que mes invités sont pas toujours d'accord. Et puis, c'est beaucoup de travail là pour le coup. Je pense que l'audio me suffit amplement. Ce que j'aimerais faire plutôt, c'est enregistrer des interviews avec des jeunes ou des moins jeunes, mais en tous les cas, des petites choses que je réserverai uniquement à mes élèves. Je pense notamment, voilà, tous les élèves qui ont passé des oraux cette année, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. Eh bien, j'ai pas envie forcément de les déranger toutes les 5 minutes l'année prochaine, et donc je pense que je vais me faire des petites séries de podcasts privés pour les jeunes que j'accompagne tout en continuant évidemment à partager avec vous les entretiens de personnes connues ou qui ont des métiers ou des questions qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand c'est des questions un peu plus ponctuelles, je pense que ça, je le garderai en privé pour mes élèves et ça me permettra aussi d'interviewer plus de jeunes qui n'ont pas forcément envie de passer sur le podcast. Ma grande nouveauté podcast cette année, surtout, et même de manière générale sur mon entreprise, et je pense que c'est vrai pour tout le monde, hein, c'est l'intégration de l'IA. Alors, l'IA m'a énormément simplifié la vie pour le travail d'écriture, écriture des articles
écriture des posts, même si j'avais fait un post qui m'avait interpellée en me disant oui, à force des demandes à l'IA d'écrire pour moi, je sais plus écrire. Donc, j'essaye de me remettre quand même à l'écriture parce que j'ai pas envie de perdre cette capacité parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Je m'en sers un petit peu pour les recherches de formation, mais je reconnais que pour l'instant, c'est pas encore fou. C'est-à-dire que souvent, de toute façon, si je demande au bout d'un bilan ce que l'IA proposerait, souvent c'est la même chose que moi. Et les autres formations proposées, souvent je me dis, mais c'est que en fait, t'es pas avec le jeune et tu te rends pas compte que ce que tu me proposes, c'est carrément à côté de la plaque. Pour autant, c'est vrai que ça peut servir à des jeunes qui n'ont pas vraiment d'aide à côté. Je pense que c'est un bel outil. Mais voilà, les formations, parfois, il y a des erreurs, pas souvent quand même, hein. Souvent, les formations sont de bonne qualité, mais pas toujours, surtout si on part à l'étranger. Là, j'ai un peu dit n'importe quoi. Mais je trouve surtout que pour l'instant, euh, ou alors c'est parce que j'explique mal, mais par rapport au profil et par rapport à ce que j'ai ressenti dans un accompagnement, je retrouve pas tout à fait les formations dans l'IA. Par contre, voilà, rechercher des idées et réécrire, c'est génial, ça gagne un temps fou et c'est chouette que ça existe. Alors maintenant, je vais faire un dernier point au niveau de mon attitude, de la manière avec laquelle j'appréhende justement ben voilà, tout ce travail que je fais. Je pense que je suis vraiment ravie d'avoir cette possibilité de faire de l'orientation, de faire le podcast surtout que j'adore, et puis d'avoir le lycée. Je trouve que voilà, il n'y a rien qui va remplacer, enfin en tous les cas, l'orientation ne remplace pas l'énergie que j'ai en classe. J'aime ma classe, j'aime mes étudiants que je peux suivre sur 2 ans. Voir des élèves et les suivre pendant 2 ans, les voir partir comme des petits terminales qui viennent d'avoir leur bac et voilà, les lâcher 2 ans plus tard, après 3 stages et 2 années avec moi. C'est extraordinaire, je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasse jamais. Mais c'est vrai que l'orientation permet, comme ben, vous avez vu, ou entendu un peu plus haut, je travaille avec des jeunes qui ont des très beaux profils, très beaux parcours. Ça me fait plaisir de travailler aussi avec des jeunes qui ont différentes appétences pour différents sujets. Et puis, ben, voilà, le 1 à 1, ça peut être aussi intéressant. Ça me permet de construire de très belles relations privilégiées. Alors, j'en ai aussi de très privilégiées dans ma classe. Donc, voilà, c'est ces deux activités qui sont complémentaires. Et puis, voilà, le podcast, surtout, me fait rencontrer des personnes extraordinaires. Et moi, qui suis une très grosse bavarde et qui adore poser des questions, ben, forcément, là, je me fais plaisir. Alors, par contre, évidemment, pour arriver à faire tout ça, il faut bah, des grands enfants qui ont plus trop besoin de moi. Il faut beaucoup, beaucoup de discipline, surtout dans la création de contenu. Donc, voilà, moi, ma création de contenu, elle se fait le dimanche soir. Et puis, c'est comme ça. C'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui sont venues me voir pour me demander comment je faisais un podcast. En fait, faire un podcast en soi, c'est pas compliqué, c'est comme Parcoursup. C'est très facile de commencer. Là où ça devient compliqué, c'est de durer et de pas s'arrêter. C'est un peu comme aller à la salle de sport. Voilà. Et bon, après, moi, c'est une caractéristique. J'aime beaucoup, beaucoup travailler parce que mon travail me plaît. Et j'aime même, voilà, une fois que je suis assez routinière, une fois que j'ai commencé quelque chose, bah, je continue. Et je me pose pas de questions. Donc, je pense que ça, c'est nécessaire pour arriver à tout mener de front. Je pense aussi quand même que c'est important de ne pas travailler toute seule. Et donc, moi, j'ai ce qu'on appelle en anglais des accountability partners. Donc, c'est des personnes à qui je rends des comptes. Donc, c'est une personne, Marie, si elle écoute, qui se reconnaîtra. On se donne rendez-vous tous les mois, mois et demi pour savoir un petit peu où on en est. Et puis, on se donne un peu des objectifs. Donc, ça m'aide beaucoup. Et puis, surtout, au niveau du coaching, parce que, voilà, l'orientation, pour moi, c'est de moins en moins une activité Parcoursup où on donne des listes, mais c'est vraiment du coaching. Et là, j'ai un groupe d'échange que je rencontre presque tous les lundis, pas tous les lundis, mais presque tous les lundis pendant 1 heure à 8 heures. Et ce groupe d'échange me fait beaucoup de bien. Et quand j'ai des questions ou des élèves sur lesquels je bute, alors pas au niveau des formations, hein, mais plutôt au niveau voilà, de la façon de voir les choses, ben, je suis contente de partager mes questions avec ces gens-là et de prendre leurs techniques et leurs bons conseils. Parce que oui, je reconnais que de plus en plus, quand je travaille en orientation, alors peut-être parce que j'ai aussi cette appétence aujourd'hui et que c'est quelque chose qui me plaît plus que uniquement trouver des listes, hein, mais je fais un travail assez intéressant sur la motivation des jeunes, les métacompétences aussi, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Bon, je me suis formée, mais pour moi c'est important aussi de travailler ce sujet. L'attitude face au travail, la prise de responsabilité, la manière avec laquelle on s'implique. Et je justifie ça aux jeunes en disant que évidemment, si je me rends compte qu'ils ont du mal à apprendre, s'ils ont du mal à se mettre au travail, ben, il y a peut-être certaines formations
qui vont être un peu compliquées parce que ça va demander beaucoup de travail, beaucoup d'autonomie. Et donc, j'ai besoin qu'ils me montrent qu'ils sont capables de le faire. Et parfois, ils ne sont pas capables de le faire parce qu'on ne leur a pas montré. Parfois, ils ne sont pas capables de faire parce qu'ils n'ont pas forcément pris conscience qu'ils avaient la possibilité de changer leur manière de travailler. Donc, et eux aussi, ils ont parfois besoin d'un accountability partner, ils ont besoin de rendre des comptes, ils ont besoin de me raconter ce qu'ils ont fait pendant une semaine. Parfois, ils ont besoin de me revoir un mois après. Et ça, ça marche vraiment bien en orientation, je trouve. J'aime beaucoup les 3 heures de discussion que je vais avoir avec les jeunes. Je pense qu'ils vont se sentir écoutés et avec les questions, en questionnant et sans forcément parler trop, je pense qu'ils s'ouvrent. Et c'est vrai que pour moi qui suis enseignante, bah, c'est un vrai changement. C'est-à-dire que quand je suis prof, c'est moi qui parle, c'est moi qui pose des questions, je sais où je vais. Là, je parle pas trop, j'écoute beaucoup, je prends des chemins de traverse, j'ai pas d'agenda, enfin à peu près, je sais où je dois aller, mais ça prend le temps que ça prend parfois. C'est pas grave parce que c'est le jeune qui est aux commandes et j'essaye de me mettre à son niveau. Voilà. Sinon, bah oui, je pense que aussi pour pouvoir durer, il va falloir faire des pauses et que cet été, c'est ce que je ferai. Donc, je ne vous abandonnerai pas. Je ferai une petite série estivale un peu qui n'a rien à voir là, une envie que j'avais de petits épisodes et puis des rediffusions au mois d'août pour mieux redémarrer au mois de septembre. Et puis voilà, continuer le podcast, continuer les accompagnements, continuer l'école et puis continuer à me faire plaisir surtout. Voilà, donc bah, merci beaucoup pour encore cette année qu'on a passée ensemble. Tout votre soutien, vos étoiles, voilà, 51 sur Spotify, 15 sur Apple. Si je peux en avoir plus pour la rentrée, mais vous me faites mon été, je serais très ravie. Les commentaires, les gens qui prennent la peine de m'écrire pour me dire que le podcast leur sert, que mes séminaires, mes petits ateliers là, leur sont utiles. En fait, voilà, je crois que j'aime bien être utile. Ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à diffuser, continuer. Et je vous dis au mois de septembre pour le 101e épisode, qui sera ou pas spécial, on verra. Je me laisse l'été pour le décider. Je vous souhaite un bel été. À très vite.